C'est un rituel quotidien. Roman Gorinovitch se rend presque tous les jours sur la tombe de son père. Jean Gorinovitch repose ici à Evisa auprès de son épouse. De sa jeunesse en Russie, où il s'appelait encore Ivan, son fils ignore presque tout. Fuyant les bolcheviks en 1921, il s'est établi en Corse. Rapidement inséré dans la vie locale, c'est ici qu'il fonde sa famille et décide d'y passer le restant de ses jours. Jacqueline Gorinovitch est présidente de l'association Kalinka Mahatia qui regroupe les Russes de Corse. Elle a patiemment aidé son mari à redécouvrir cette partie russe de son histoire familiale à travers ses photos et les correspondances d'Ivan Gorinovitch avec les siens restés en Russie. Et là, c'est tous les membres de la famille. Les frères, sœurs, belles-sœurs. Les communes qui avaient besoin de main-d'œuvre ont demandé à avoir des personnes, enfin des Russes, pour venir travailler dans les villages. C'est pour ça que son papa et le maire d'Evisa avait demandé quelqu'un et son papa est arrivé sur Evisa comme ça. Il a monté une scierie, une petite scierie où on faisait les caisses pour le Nio, pour le fromage. Et petit à petit, après, il a pris des anciennes machines à Sagone. Et petit à petit, la menuiserie, scierie, menuiserie et en même temps exploitation forestière. Ça fait que tout jeune, à 8 ans, on était, disons, dans la forêt d'Ayton en train d'abattre des pins de 40 mètres de haut avec le passe-partout. Il n'existait pas de tronçonneuse à l'époque. Avec détermination, le couple a même récemment renoué des liens avec des membres de la famille à Minsk. Avec la famille. Rien pourtant ne prédestine l'arrivée de ces Russes blancs en Corse en 1921. Ce sera l'épilogue d'une histoire rocambolesque qui commence avec l'évacuation de Sébastopol par l'armée blanche de Wrangel de 1917 à 1921, mise en déroute par les Rouges de Lénine. Le 21 avril, le Rion, ancien paquebot transatlantique, quitte Constantinople avec plus de 3700 personnes à bord. Cap sur Toulon, mais les plans vont vite être bousculés. Est-ce qu'on peut faire débarquer ces 3800 Russes blancs dans une ville où il y a un arsenal militaire dont les ouvriers, plusieurs milliers, sont, plutôt sympathisants de la révolution russe, et où se trouve l'escadre de Méditerranée dont des bateaux se sont mutinés en mer Noire 2 ans auparavant parce qu'ils refusaient de combattre l'armée rouge. Trop dangereux. Donc on estime que Ajaccio sera une destination beaucoup plus tranquille. Au large de la Grèce, le bateau en mauvais état connaît une avarie. Il doit être remorqué. Le 15 mai, il arrive dans la rade d'Ajaccio, mais les passagers ont interdiction de débarquer par crainte des maladies. La quarantaine sera imposée pendant plusieurs mois. La population d'Ajaccio et de la Corse en général d'ailleurs a été très émue par le sort des réfugiés et je dois souligner le rôle de la presse corse de l'époque. Il y avait plusieurs journaux sur Ajaccio qui ont beaucoup fait pour aider à la prise de conscience du sort de ces réfugiés et il y a eu un énorme élan de solidarité très rapidement avec des gens qui faisaient des dons, qui venaient les amener sur le bateau, des galas de charité, etc., etc. Finalement, les passagers auront tous débarqué avant fin juillet. Beaucoup repartiront, notamment vers le Brésil où ils se rendaient initialement. La chaleur, les conditions d'hygiène et l'attente, n'y tenant plus, certains n'attendent pas l'autorisation pour débarquer. Ils plongent du bateau. Comme le père de Jean Seleznev, ancien cosaque dans l'armée du Tsar, commence alors une nouvelle vie totalement imprévue. Il a participé au montage de la première usine de glace à Ajaccio. Avant, il n'y avait pas de comptoir frigorifique, il n'y avait rien. Alors mon père travaillait pour la maison Orsone. Oui, il avait fondé, puis alors, il est livré dans les bars. Il a raconté à ma mère qu'il travaillait dans un restaurant.
Bon, je pense qu'elle a trouvé un beau gosse, quoi. Et mon père s'est accroché, bon, avec... parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et ma mère, à l'époque, ne parlait que corse, comme ma grand-mère. Et ce qui est rigolo, c'est que mon père a appris d'abord le corse et après le français. Alors que la Première Guerre mondiale a décimé la population masculine de l'île, cet apport de force vive, dans tous les domaines, tombe à point nommé. Certains de ces Russes sont des artistes comme le prince Mechchersky. Il réalisera les fresques de l'hôtel thermal de Barachi, hélas aujourd'hui à l'abandon. Vladimir Mechchersky a fait un décor dans cet hôtel qui est très particulier. Toutes les chambres sont décorées dans des couleurs très chaudes, avec des dominantes de jaune, des camailleux. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est la salle de bal et la salle de restaurant qui ont un décor très élaboré. C'est un artiste qui est resté une vingtaine d'années en Corse, puis qui ensuite est parti à Paris. D'autres, comme Jean Pimenov, sont des musiciens. Oui. Bon, et Jojo aussi, les cheveux. Philippe et Yvan n'ont pas connu leur grand-père, mais les deux frères sont devenus comme lui, musiciens et chanteurs. Je pense qu'il a dû nous passer quelque chose. Après exactement, je ne sais pas, mais c'était quelqu'un qui jouait la balalaïka et qui à l'époque d'ailleurs, quand ils sont rentrés, ils se sont reconnus entre Russes. Et ils montaient chez lui faire la fête, parce que c'était quand même un gros bringueur. Un fêtard, disons. Pourquoi ce grand-père qui fuyait les Rouges est-il rapidement devenu communiste en arrivant à Ajaccio? Mystère. Les quelques 300 Russes qui sont restés dans l'île se sont généralement peu épanchés sur leur vie d'antan. Leurs descendants, eux, ne renient rien de leur histoire.